Mon ex fait une dépression. Est-ce une situation rédhibitoire? La reconquête est-elle impossible? Va-t-elle être traditionnelle? Quand on a ce label posé sur la personne qu'on aime, on sait qu'on va avoir affaire à de grosses difficultés. Comment réagir? Comment s'adapter? Comment mener sa reconquête amoureuse? Voilà les questions qui animent notre sujet. On se retrouve tout de suite dans cette vidéo. Salut à vous, c'est JB de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer évidemment notre travail autour de votre reconquête amoureuse. Il y a quelques semaines de cela, on traitait un sujet autour de la tristesse et j'aimerais qu'on aille un petit peu plus avant, un petit peu plus profondément dans ce souci-là en traitant aujourd'hui la question de la dépression. C'est quelque chose qui arrive relativement souvent et l'idée, le fait d'avoir un ex dépressif va créer une véritable frustration pour vous. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si l'état de santé de votre ex est remis en cause, il est catégorisé, labellisé, si on a véritablement cette officialisation d'une faiblesse psychologique finalement, puisque c'est de ça dont il s'agit, eh bien, on va avoir l'impression très humaine, très normale, que la relation, la fin de la relation, n'est pas finalement due à une incompatibilité, à des erreurs quelconques ou à l'impossibilité pour le couple d'être heureux ensemble, mais bien à ce diagnostic qui nous pousse donc à voir notre ex et à ce qu'il ou elle se considère aussi de la sorte comme une personne finalement qui n'a pas les épaules actuellement pour continuer à gérer son quotidien, à gérer son travail, à gérer ses relations et donc à gérer son couple et potentiellement la famille avec vous. On comprend donc très simplement que naturellement va s'immiscer l'idée pour vous d'aider votre ex, l'idée d'essayer de le ou la faire sortir de cet état émotionnel très compliqué, de se focus sur cette difficulté. De là va émaner un positionnement qui est, alors je ne sais pas si on va l'appeler un positionnement de médecin, d'aide, d'infirmier ou d'infirmière, mais en tout cas, on va être là pour lui tenir la main et quelque part, soyons honnêtes malgré tout, lui faire comprendre que la décision n'est peut-être pas sereine, n'est peut-être pas faite d'assertivité, c'est peut-être pas la meilleure idée que de se séparer de la personne. Et on va lui démontrer, c'est notre idée de base, de la personne qui est capable de lui apporter de l'aide. Et puis, c'est surtout pas la solution à ce mal que de faire le choix finalement de la solitude. Et là, on s'aperçoit, vous n'allez pas aimer ce que je vais dire, mais on s'aperçoit que quelque part, on va avoir cette tendance, sans se l'avouer, à instrumentaliser la douleur de la personne qu'on a face à nous pour, encore une fois, démontrer que le choix n'est pas pertinent et qu'il serait beaucoup plus intéressant d'avoir son infirmier, son infirmière à ses côtés pour pouvoir l'aider au quotidien. On vous comprend tout à fait et puis on vit véritablement dans un environnement qui a cette tendance à labelliser à autrui les gens et dès qu'on se sent pas bien, on a une maladie, on a quelque chose qui nous définit. Et moi je le vois en Suède par exemple, il y a deux idées fortes qui sont excessivement présentes dans l'environnement. La première, c'est l'hyperactivité des enfants. On entend que tous les mômes sont hyperactifs, je sais pas, ils courent, ils jouent, ils s'amusent. Moi, je vois absolument rien de choquant. En même temps, je suis pas psy, mais c'est vrai que le nombre d'enfants hyperactifs est assez choquant. Et l'autre idée, c'est que beaucoup de gens ont ce qu'on appelle, vont dans le mur. C'est une expression suédoise que je vous ai traduite, mais qui signifie grosso modo qu'on va vers un burn-out, qu'on a trop travaillé, qu'on a trop ceci, qu'on a trop cela, et on est catégorisé, labellisé donc comme en incapacité de travail. Et puis ce qui est toujours interloquant, c'est que quand on connaît les gens, on s'aperçoit que nous on avait ça dans notre environnement, une personne soi-disant en burn-out qui pendant son traitement, soi-disant incapable de sortir de son lit, a rénové 2 maisons. Donc on se dit la vache, t'en fais plus que quand tu bossais, incroyable. Donc je remets pas en cause les diagnostics, mais il y a quand même une tendance
fondamentale à trouver des petits noms à tout le monde. La petite plaisanterie que je fais, c'est que je me dis qu'au Moyen-Âge, le burn-out, ça n'existait pas, on n'avait pas le temps, il fallait déjà rester en vie jusqu'à la fin de la journée et c'était déjà pas mal. Donc on n'avait pas le temps de se focaliser sur sa propre douleur, on n'avait pas les moyens non plus, vous me direz, de trouver des diagnostics. Est-ce que c'est le serpent qui se mord la queue? Je ne sais pas, mais en tout cas, on se retrouve aujourd'hui face à votre ex qui a donc ces labels, qui a donc cette difficulté. Votre ex est dépressif. Le gros souci de tout ce que je viens de vous expliquer là, c'est le focus encore et toujours. Vous allez avoir tendance, en voulant être la personne qui aide, vous allez avoir tendance à vous focaliser sur la maladie. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'en parlant de solutionnement, en disant mais tiens, on va aller voir un psy ensemble, tiens, je vais t'accompagner à un rendez-vous à l'hôpital, viens si tu veux, je sais que tu n'as pas envie de sortir, je vais rester avec toi sous la couette, on va regarder du Netflix, etc., on a tendance à faire du problème quelque chose d'encore plus gros et à aller contre tous les fondements de ce que nous défendons comme étant la reconquête. J'estime que si vous êtes ici, on est du même bord, j'ai envie de dire, dans le même bateau, on veut tous aller au même endroit, on va un petit peu contre nos fondements que sont le mouvement, le sourire et l'idée d'être dynamique. Parce que effectivement, c'est quelque chose que tout le monde sera d'accord avec cette idée. Si je vous jetais simplement le mot dépression et que je vous incitais à faire dans le cliché, je pense qu'on aurait tous les mêmes images, à savoir un lit, une couette un petit peu défaite, un pot de glace, des mouchoirs, une grande télé, parce que là il faut une grande télé pour bien se complaire là-dedans, et puis une absence de mouvement total, des pleurs, cette impression de rien être capable de faire, etc. D'ailleurs, ce cliché est tellement vrai, j'ai envie de dire, quelque part, que je voulais faire un lien avec ce que j'ai vécu, parce que j'ai tout simplement eu une ex dépressive, il y a de cela 10 ans, avant ma rencontre avec Elena, j'étais dans un autre couple. Et la personne avec qui j'étais avait ces labels. Il y en avait d'ailleurs plusieurs, des labels, il n'y avait pas que la dépression, il y avait plein d'autres choses. Mais on était donc soi-disant psychologiquement complètement instable. Ça n'empêchait pas la personne d'être très agréable, très sympa, pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de rentrer de la fac et de tomber sur du cliché de chez cliché, à savoir la personne sur le lit, en boule, position fétale, à écouter de la musique et puis à pleurer. Et c'est vrai qu'on habitait un tout petit appartement, c'est même pas un appartement, c'était une chambre de bonne, 9 mètres carrés à Nation pour les Parisiens. Donc il y avait aussi de la pression entre nous deux, évidemment. Et quand je reviens, je me rappellerai toujours, je lui ai demandé mais qu'est-ce qu'il y a en fait, je sais pas, réaction normale. Et la personne qui me dit je ne sais pas. Donc je me dis ah mince, on est mal barré, et j'ai fait ce que toute personne fait traditionnellement, aider à. Je suis allé au rendez-vous avec les médecins, les psys, les tout, etc. Puis je me suis aperçu que, je sais pas, j'ai pas eu l'impression que la personne aille beaucoup mieux. Et puis un jour j'ai eu cette espèce de déclic personnel qui est complètement idiot en fait. Elle était pas là, elle était chez ses parents et ses médicaments traînaient. Je me suis dit tiens, je vais tester, je vais voir ce qu'on lui donne quoi. J'ai eu l'impression d'être un zombie. J'ai pris une demi-pilule, je me rappelle plus de ce que c'était, très honnêtement, mais on aurait dit un truc pour endormir les éléphants quoi. Je suis pas tombé dans le coma, mais pas loin. J'ai vomi toute la soirée. J'ai été mal le lendemain. Je me suis réveillé. J'étais un cadavre ambulant. Walking Dead, saison 8, épisode 12. Mais complètement mort. Et je me suis dit quelque part que donner à quelqu'un qui se sent pas bien ce genre de choses, est-ce qu'on est en train de lui mettre un silencieux? Est-ce qu'on est en train de la faire errer dans un couloir pour... Je ne sais pas. Mais ça a été un petit peu contre ma vision. Et finalement, à partir de là, j'ai eu envie de l'aider autrement. Et puis, on a commencé à arrêter de réfléchir, en fait, et à plus passer à l'action. Et je me rappelle que tout a commencé avec cette idée que j'étais un peu blasé, j'étais un peu fatigué de la voir ne rien faire, parce qu'il y a beaucoup d'absence de mouvement, finalement, dans la dépression. Et j'ai commencé à la pousser à aller sur le terrain. Et la toute première idée, ça a tout simplement été de la pousser à aller s'acheter une paire de chaussures. Elle était dans cette incapacité totale à prendre une décision pour elle sans venir justifier auprès de moi. J'imagine que
c'était un très mauvais rapport à elle-même, elle avait un mauvais rapport à son corps, mauvais rapport à plein de choses et l'impression d'être totalement immobile, de rien pouvoir faire toute seule. Je lui ai juste dit, écoute, tu reviens pas à la maison, j'ouvre pas la porte tant que tu t'es pas acheté une paire de chaussures. Alors c'est peut-être pas très sympa, pas très empathique, etc., mais en tout cas hyper dynamique. Elle est revenue avec sa paire de chaussures. Je me rappellerai toute ma vie, elles sont noires avec 3 bandes roses dessus. Voilà, je crois que j'ai en même temps dit un petit peu la marque, vous la comprenez, on s'en fout, c'est pas important. Mais elle était allée choisir ses chaussures toute seule, elle est revenue toute seule, elle était contente, elle les a portées très souvent après ça. Et on s'est dit que peut-être que effectivement les solutions, plutôt que de prendre tes pilules, de prendre tes médicaments, c'est d'aller sur le terrain. Et j'ai fait quelque chose qui est pas forcément recommandable, c'est que j'ai tout jeté toutes les pilules et tout. Alors je sais que normalement on est censé aller en crescendo, machin, nanana. Je sais pas si elle avait d'autres, mais ce qu'il y avait à la maison, d'autres doses ou je sais pas, ce qu'il y avait à la maison, je l'ai jeté et on s'est dit qu'on allait aller sur le terrain. Et c'est comme ça qu'elle a commencé des études alors qu'elle avait recommencé des études alors qu'elle avait tout abandonné, et que finalement aujourd'hui j'imagine qu'elle va bien. J'ai plus de contact depuis 10 ans, mais je la vois de temps à autre passer dans un film, dans certains films relativement connus. Donc je me dis que cette idée d'aller sur le terrain, de la pousser un petit peu à faire ses cours de théâtre, d'aller voir ses premières représentations et tout, ça a été non pas cette aide médicale, mais plutôt une locomotive. Et c'est exactement ce que je vous pousse à faire. Évidemment, si dans mon cas ça a marché, je vais pas vous dire de changer une équipe qui gagne, bien évidemment. C'est cette idée que finalement, quand on se sent pas bien, on a envie de se référer à quelqu'un qui lui se sent bien. Et le problème du psychologue, le problème du médecin, le problème, c'est que c'est des gens. Alors c'est ma vision. Si vous êtes psy, vous allez peut-être me détester, avoir envie de me couper en morceaux à la tronçonneuse. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'ai l'impression qu'on est vachement dans cette idée de se complaire dans la maladie pour justifier un petit peu le fait qu'on fait des sessions, quoi. Et ça, moi, je l'ai vécu aussi étant petit. Être chez un psy, puis chez un psy, pardon, et pas avoir l'impression d'avoir un problème en fait, qui m'écoute parler à moitié. Je sais pas si tu es en train de dessiner. Oui, poursuivez. Oui, puis avec jamais de solution, quoi. Enfin, moi à l'époque c'était pour des conflits avec ma belle-mère, la personne qui m'écoutait qui me disait oui d'accord, la semaine prochaine alors. Enfin, j'ai jamais eu personnellement, alors peut-être que c'était une personne pas du tout professionnelle, j'en sais rien, mais mes expériences personnelles me poussent à me dire que, et puis ma personnalité, à me dire que ça va être sur le terrain qu'on va pouvoir régler ces choses-là, et que oui, vous avez cette opportunité d'être un moteur, surtout avec tout ce qu'on défend, avec une communication extrêmement positive, avec une volonté de vous déplacer et de créer un mouvement qui soit complètement indépendant du fait que votre ex vienne ou pas. Il y a quand même un moment où on peut avoir envie de bouger avec vous, on peut avoir ce petit moment, cette petite minute où on va vous sourire et où on va arrêter d'être égoïste, parce que dans la dépression, il y a quand même un égoïsme profond. Quand on se fait mal, on pense à sa douleur, et le dépressif, c'est un espèce de mal lancinant qui s'étale. Donc on est dans cet égoïsme où on ne pense qu'à ça, où on est dans cette idée que oui mais, c'est tout le temps oui mais, voilà, et où chaque petite chose de la vie va relever d'un exploit. Moi je me rappelle qu'on en était arrivé à des proportions. Quand j'ouvrais une bouteille de coca, elle me disait t'es trop fort. Non, enfin je pense que n'importe quel être humain est capable d'ouvrir une bouteille de coca, et elle, c'est pas qu'elle en était pas capable, c'est que tout était une montagne. Donc je vais boire de l'eau. Ah d'accord, ok. Tout était mou, tout était lent, tout était gris, et c'est exactement, encore une fois, si on revient à nos idées d'imagerie liée à la dépression, c'est exactement ce qu'on a comme idée. Alors moi, ce que je ne vous conseille pas, c'est d'essayer d'aider. Vous n'êtes pas le médecin, le psy, le coach, tout ce que vous voulez de votre ex. Vouloir aider dans le sens médical du terme et dans le sens absence de mouvement du terme, à mon sens, ce serait créer un focus sur la dépression, et ce serait la faire durer. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour sortir votre ex de la dépression, si ce n'est vous aller bien, vous bouger, vous sourire, et permettre à votre ex, de par le partage, du coup, de voir qu'il y a des personnes autour qui, elles, avancent, et qui, en avançant, n'oublient pas de regarder dans le rétro, parce que le but, c'est pas d'ignorer la personne que vous avez à côté de vous et qui est malade. Le but, c'est de lui montrer qu'il y a tout à fait cette possibilité d'échanger, de participer et d'être dans une dynamique excessivement agréable. Voilà pour ce qui est de notre idée de la dépression. Vous n'êtes pas psy, vous n'êtes pas médecin, et si vous l'êtes, laissez la blouse au boulot et soyez plutôt dynamique, souriant, agréable avec votre ex. Je pense que c'est
plus intéressant que de regarder les 18 saisons de Walking Dead avec votre ex, avec des médicaments plein la tronche, la bave et tout machin. Je pense pas que ce soit le meilleur moyen de mener une reconquête amoureuse. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez signifier que vous appréciez la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, vous pouvez cliquer sur le descriptif avec tout plein de liens qui seront utiles pour mener votre reconquête amoureuse et pour travailler main dans la main avec moi. Voilà, je vous laisse un petit peu là, je vous laisse réfléchir à tout ça et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!